Francis Rocard, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir au CNES à Paris. Alors, on vient vers vous aujourd'hui pour vous poser quelques questions sur les futurs voyages spatiaux, surtout sur les voyages vers Mars, qui est un petit peu au sein de l'actualité en ce moment, avec SpaceX, Elon Musk, etc. Votre rôle à vous au sein du CNES exactement? Alors mon rôle, c'est de m'occuper des programmes d'exploration du système solaire, c'est-à-dire des missions qui explorent les planètes. Ce sont des missions automatiques. Je ne m'occupe pas des vols habités, mais toutes les contributions françaises pour des missions vers Jupiter, sur JUICE ou Rosetta à l'époque de la comète Churyumov. Mars, bien évidemment, avec Curiosity, Perseverance, InSight, le sismomètre français. Voilà, donc dès que la France participe à une mission, qu'elle soit américaine, russe, japonaise ou chinoise, eh bien, je suis impliqué, en anglais on dit programme manager. Ok, d'accord, très bien. Nous, on va essayer de s'intéresser un petit peu à Mars. Euh, à votre avis, est-ce qu'avec les moyens actuels, on est capable de se rendre ou d'entreprendre un voyage sur Mars habité? Alors, je dirais oui et non. Oui, avec des incertitudes. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, les Américains envisagent de le faire très sérieusement. Ils le disent depuis très longtemps. Euh, Ça nécessite des moyens considérables et ça nécessite des développements technologiques également importants. Euh, et donc, il y a des incertitudes. Dès qu'on parle de développement technologique, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Mais je dirais il faut s'en donner les moyens et les Américains veulent le faire. Et cette volonté dure depuis déjà plusieurs décennies, même si, je dirais, les choses commencent réellement à se mettre en place depuis 5 ans, avec une... Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que le voyage sur Mars habité ne se fera pas comme c'est réalisé Apollo. C'est-à-dire que Apollo, c'est essentiellement, souvenez-vous, il y a eu Sputnik en 57, il y a eu Gagarin en avril 61. Donc les Américains ont pris une claque à droite, une claque à gauche. Et en mai 61, Kennedy fait son célèbre discours. Il le fera d'ailleurs une deuxième fois. Et donc un mois après Gagarin. Et donc, dans ce discours, il dit avant la fin de la décennie. Donc de 61, on passe à 69. Et donc en 8 ans, les Américains vont tout faire pour aller sur la Lune, sachant que la NASA était un organisme extrêmement modeste à l'époque. Ils n'avaient pas fait grand-chose. C'était l'époque Mercury, c'était les premiers vols habités. Et donc il a fallu fabriquer la grosse fusée Saturne V, dont le maître à penser est Werner von Braun. Mais le système d'atterrissage sur la Lune, qui est un système complexe, et en plus donc le rover, etc. Donc tout a été fait en 8 ans, tout a été fait en parallèle. Et ça a été un immense succès, comme vous le savez. Et sur Mars, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ce n'est pas un président des États-Unis, Trump aurait pu le faire, mais ce n'est pas ce qu'il a fait, qui dirait hop, on y va, et maintenant la NASA va tout faire pour y aller. Mars direct. Voilà, le Mars direct, comme Apollo a été un Apollo direct sur la Lune, avec des étapes intermédiaires de qualification, de validation, qui ont été Apollo 8, 9, 10, avant Apollo 11 qui se pose. C'est pas possible. C'est pas possible pour diverses raisons. Euh, En 61, en gros, le budget de la NASA, c'était 500 millions de dollars par an. On monte à 25 milliards. Alors après, l'inflation là-dedans, donc le budget a été multiplié par 20 ou 30 ou 40. Aujourd'hui, le budget de la NASA est à 21-22 milliards, dont la moitié est consacrée aux vols habités. C'est un cas unique au monde d'une telle importance dédiée aux vols habités. Il n'y a pas un autre pays. Alors, le chinois, c'est compliqué, on ne connaît pas bien les chiffres. Mais si vous comparez avec l'Europe, par exemple, l'Europe a une proportion d'investissement dans les vols habités qui est 10 milliards pour les Américains. On est plutôt à 650 millions d'euros pour l'Europe. Et donc, la NASA, le Congrès n'accepterait pas de doubler ou tripler le budget de la NASA pour arriver à tout faire en parallèle. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est très, très compliqué, et notamment, je prends un exemple, le système, le véhicule qui va se poser sur Mars avec des hommes à bord, et celui-là ou un autre
qui va redécoller de Mars, qu'on appelle le Mars Ascent Vehicle, est probablement l'un des objets les plus difficiles à fabriquer. D'où la nécessité, alors le mot-clé américain, c'est Pathway. Pathway, c'est le mot qui est utilisé dans un rapport, c'est de dire, aujourd'hui, nous, Américains, on maîtrise parfaitement, avec l'ISS, l'homme en permanence en orbite basse, et notre objectif, notre horizon goal, comme ils disent, c'est l'homme à la surface de Mars. Donc pour passer de l'orbite basse terrestre à la surface de Mars, il va falloir procéder par étapes, trouver un chemin physique et stratégique pour aller de l'un à l'autre. Et donc on n'ira pas direct. C'est pas possible parce que, voilà, j'ai expliqué, le Congrès n'acceptera jamais une augmentation budgétaire importante. Donc il faut faire. Alors que sur Apollo, on a fait tout en parallèle, tout en même temps. Sur l'homme sur Mars, on va faire les choses par étapes successives, les unes derrière les autres, pour notamment étaler les dépenses. Et donc, je dirais le choix stratégique de la NASA, et c'est à elle de le faire, c'est de définir ces étapes. Le rapport définissait plusieurs étapes possibles, et la première étape a été décidée en 2015, puis en 2017. Ça a été ce qu'on a appelé la LOPG, ou aujourd'hui la Gateway, la station spatiale en orbite lunaire. Et ça, c'est une étape stratégique. Alors, en quoi elle prépare, puisque tout le but, le discours américain aujourd'hui, quand vous écoutez la NASA, et y compris les membres de la Maison-Blanche, c'est tout ce qu'on fait maintenant dans les vols habités, c'est préparer l'homme sur Mars. Donc, il y a vraiment cet objectif absolument affiché. Et donc, la Gateway prépare. Et en quoi elle prépare? Elle prépare entre ISS, qui est une grosse station, 400 tonnes, en orbite basse. Vous allez faire une petite station en orbite lunaire. Vous allez préparer quoi? Vous allez préparer le fait que cette station va être bien plus autonome que n'est l'ISS. En termes de visite, ça sera beaucoup moins fréquent. Et vous allez opérer, ça c'est un aspect opérationnel, une station à 2 secondes lumière. Bon, c'est pas beaucoup 2 secondes lumière, mais quand même, ça demande, parfois la station va être en occultation, parfois on peut communiquer, parfois on ne peut pas. Et donc, ça ne va pas du tout être le même mode opératoire. Et notamment le véhicule qui va emporter les modules de 20 tonnes, modules d'habitation, modules logistiques, qui va constituer cette station, ce module de transport, alors on l'appelle parfois le Space Tug, le remorqueur, est un véhicule probablement à propulsion électrique. Pourquoi à propulsion électrique? Parce que c'est un bon rendement, si on compare à une voiture, en litres au 100, c'est très faible. Le gros défaut, c'est que ça pousse très peu, et donc le voyage est très long. Et pour transporter des modules, c'est pas bien grave. En chimique, on va sur la Lune en 3 jours. Smart One, qui a été un démonstrateur de l'Agence spatiale européenne pour la propulsion électrique vers la Lune, a mis 17 mois. Bon, vous voyez la différence, 3 jours, 17 mois. Mais on doit pouvoir faire mieux que 17 mois quand même. Mais ce véhicule de transport à propulsion électrique, eh bien, quand vous l'aurez fabriqué pour envoyer des modules de 1 tonne sur la Lune, un module un peu plus gros, mais finalement pas très différent, pourra être utilisé pour envoyer des modules importants, soit en orbite martienne, soit même à la surface de Mars. Donc, dans ce sens, ça prépare. Mais je ferai un commentaire, ce choix est un peu le choix de la facilité, dans la mesure où les difficultés sont après. Et donc, encore une fois, l'atterrissage sur Mars, c'est vraiment c'est la partie la plus difficile, l'atterrissage, redécollage. Et il y aura d'autres choix derrière. Là-dessus, Trump a un peu bouleversé, comme il avait l'habitude de le faire, il n'est plus président, a un peu bouleversé la stratégie de la NASA, puisqu'il a imposé un homme sur la Lune en 2024, souvenez-vous. Et c'est ce qu'on appelle le programme Artemis. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, en gros, Apollo, c'était au XXe siècle, Artemis, c'est au XXIe. C'est l'homme sur la Lune, again. Et donc, et le but c'est 2024, vous savez pourquoi, parce que Trump aurait été réélu, voilà. En fait, ce programme Artemis n'est pas abandonné avec Biden. Néanmoins, le Congrès a beaucoup ralenti les ardeurs de la NASA, puisqu'il n'a pas voté les augmentations budgétaires nécessaires à Artemis, c'est-à-dire à l'atterrissage. Alors que le budget pour faire la Gateway, lui, il est à peu près sur les rails. Et vous savez qu'il y a eu un événement important récemment, ça a été la mise en compétition de 3 grands industriels, dont SpaceX, pour le fameux véhicule d'atterrissage lunaire. C'était SpaceX.
Et SpaceX a été retenu. À ma grande surprise, je dois dire que je n'y croyais pas une seconde. Alors, je n'y croyais pas une seconde avec plusieurs éléments que je n'avais pas. C'est, le coût. Or, SpaceX est beaucoup moins cher que les autres, ça, on le sait, et à nouveau, le budget 2,8 ou 9 milliards de dollars, c'est vrai que c'est pas beaucoup, hein, pour faire le véhicule dont on va parler, le Starship, etc., qui est une fusée absolument gigantesque, c'est plus gros que la Saturn V. Mais voilà. Et SpaceX, avec tous ces essais SN 11, 12, 13, 14, dont beaucoup ont explosé, sauf le dernier d'ailleurs, qui a bien marché, là, finalement, en termes de, dans notre jargon, on appelle ça un TRL, Technology Readiness Level, c'est-à-dire le niveau technologique que SpaceX a sur son Starship est bien meilleur que le niveau technologique des concurrents, que ce soit Bezos d'un côté ou Dynetics de l'autre. Et la facture n'était pas la même. Alors les prix ne sont pas tous connus. Il semblerait que l'un soit plutôt à 5 milliards et l'autre pas loin de 10. Donc vous voyez que quand vous avez des chiffres comme ça, et comme le Congrès refuse de payer tout ce qu'il faudrait, eh bien, la NASA a décidé deux choses. D'une part, a pris le moins cher, qui avait un niveau technologique, même si il y a un énorme point d'interrogation sur cette affaire, puisque c'est la fusée de Tintin qu'on est en train de construire là, c'est-à-dire celle qui se pose sur la Lune, et l'intégralité redécolle. C'est vraiment Tintin. Sauf qu'elle n'est pas nucléaire. Dans Tintin, elle était nucléaire. Et d'autre part, de sélectionner qu'un industriel. Alors que dans la stratégie de la NASA, au début, il était prévu d'en sélectionner deux pour les mettre à nouveau en concurrence, en les finançant, pour finalement en retenir peut-être un, peut-être deux. Vous savez que sur la station, ils sont deux, Boeing et SpaceX, pour les équipages vers la station. Et d'ailleurs, SpaceX est loin devant Boeing, ce qui est assez humiliant pour Boeing. Et là-dessus, il y a eu contestation, comme vous le savez. Donc, les deux concurrents, Bezos d'un côté et Dynetics, ont contesté parce que les règles du jeu ont été un peu changées. Le résultat de tout ça, c'est que on va perdre du temps. Donc, ce qui est sûr, c'est que 2024 n'est pas tenu. Alors là, c'est absolument certain, tout le monde le dit. Alors, ça sera peut-être 2026, peut-être 2028. Mais cet objectif-là n'est pas abandonné. Et il faut préciser aussi que la NASA a un autre programme lunaire qui s'appelle le CLPS, CLPS en anglais, Commercial Lunar Payload Service. Et ce programme-là, c'est 2,6 milliards de dollars étalés sur 10 ans. Ce qui fait en moyenne 260 millions par an. C'est pas rien, c'est quand même des sommes importantes. Et le but, c'est quoi? C'est de... alors, quand on parle du privé par rapport au public, c'est un peu trompeur, ce discours. En fait, tout ça, c'est privé. Je dirais Boeing ou Lockheed Martin ou je ne sais plus son nom, les industriels d'Apollo, c'était des industries privées. Simplement, le type de contrat que la NASA passait avec ces industriels au moment d'Apollo, c'était des contrats, je dirais, où la NASA spécifiait tout, jusqu'à ce qu'on appelle la vis de 4. C'est-à-dire, vous me fabriquez un engin, voici les plans, et moi, NASA, je garde la propriété de l'engin. Alors que les nouveaux contrats dans le partenariat public-privé actuel, que la NASA établit notamment pour la desserte de l'ISS, mais aussi pour l'atterrisseur lunaire, c'est un choix où finalement l'industriel a une grande liberté, sachant que la NASA spécifie un certain nombre de choses. Il y aura 2 ou 3 astronautes, voilà, on dit vous faites un véhicule pour tant d'astronautes, tant de capacité de charge utile, de pouvoir débarquer du matériel sur la Lune, et après, dites-moi ce que vous faites, et vous respectez les règles de sécurité, etc., et la fiabilité, voilà. SpaceX, notamment en termes de charge utile, avec son Starship, affiche un volume et une masse. La masse, c'est 100 tonnes de charge utile. Bon, évidemment, on a les yeux qui brillent. On se dit, waouh, avec 100 tonnes, on en fait des choses. Donc, un Starship qui se pose sur la Lune, à la limite, vous installez une base lunaire directe. Avec 100 tonnes, chaque module fait 20 tonnes, vous en mettez 5, vous avez déjà un début de base. Donc, évidemment, il y a eu ce choix important, contesté. Maintenant, on va perdre du temps. Il va y avoir, c'est pas un procès, c'est pas devant la justice, mais c'est devant le comité d'audit du gouvernement américain. Et donc, il va falloir trancher si oui ou non la NASA a transgressé les règles et si oui ou non le processus peut se poursuivre. Aujourd'hui, les travaux sont interrompus. Tout le monde est à l'arrêt et la procédure est en cours. Voilà. Après, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le CLPS que j'ai évoqué
C'est quoi? Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a à peu près, en préparation, c'est fou, une trentaine de missions lunaires. Si on inclut tout ce qui est en train de se préparer dans le monde, dont énormément, je ne connais pas exactement la proportion, mais énormément de missions américaines. Notamment ces missions CLPS ou les petits atterrisseurs. Alors, en gros, petits atterrisseurs, il faut savoir que sur la Lune, vous n'avez rien à moins de 500 kg. C'est-à-dire qu'un atterrisseur minimum, c'est 500 kg. Pour poser une charge utile de 1, 2, 10 kg. Voilà. Bon. Après, on peut faire des atterrisseurs plus gros. Et dans les CLPS, vous avez des petits atterrisseurs de cette gamme qui peut être lancé sur un Falcon 9, qui est un lanceur, comme vous le savez, un qui est fiable et deux qui est pas cher. Et donc, il y a un montage CLPS avec des Falcon 9 qui se fait. Le premier lancement CLPS, c'est pour la fin de cette année. Donc, ça arrive tout de suite. Donc, on va beaucoup parler de la Lune maintenant, et on va beaucoup parler de la Lune et pas beaucoup de Mars dans les 5 ou 10 ans qui viennent. Parce que tout va se passer sur la Lune. Et bon, il y a un autre CLPS qui s'appelle Viper, qui est plutôt prévu dans 2-3 ans. Alors là, on a un véhicule, un rover au pôle sud de la Lune. Le rover lui-même fait 500 kg. Donc là, tout d'un coup, on a un gros CLPS. Et pourquoi le pôle sud de la Lune? Ça pourrait être le pôle nord, mais finalement, c'est parce que le pôle sud est un peu plus attractif que le pôle nord. Vous le savez, c'est que beaucoup de missions spatiales orbitales ont acquis la quasi-certitude qu'il y a de la glace d'eau, de l'eau gelée au pôle sud dans des fonds de cratères très froids. Tellement froid que c'est très compliqué. Quand on dit très froid, c'est moins 200 degrés. Pour ceux qui sont déjà allés dans un laboratoire, si vous plongez dans l'azote liquide, qui est à 77 Kelvin, c'est-à-dire moins 200 degrés à peu près, plongez votre smartphone, il ne va pas marcher. Plongez un véhicule mécanique, il va être complètement gelé. Donc ça pose des problèmes extrêmement difficiles d'aller se balader dans des fonds de cratères la nuit. Il faut des éclairages pour y voir, vous n'avez pas d'énergie solaire, et puis vous avez très froid. Viper va probablement descendre un peu et commencer à regarder ce qu'il y a dans ces cratères. Le problème, c'est qu'il faut une vérité terrain pour quantifier cette eau. Alors pourquoi on s'intéresse à cette eau? Parce que la NASA en a besoin. Et si elle en a besoin, c'est comme beaucoup, eh bien c'est qu'elle va être prête à payer pour cela. Donc il y a un business model qui se met en place. Et donc il y a des industriels américains, start-up, mais aussi les grands, qui se disent il faut investir là-dedans parce que la NASA, et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans le CLPS, est prête à payer. Ces lancements sont payés par la NASA, mais l'atterrisseur lui-même, reste propriété de l'industrie. Et donc l'industrie peut le proposer dans d'autres contextes, par exemple à la France, par exemple à n'importe qui dans le monde, si vous êtes prêt à payer. D'ailleurs, Astrobotic a mis sur son site un prix d'appel pour une charge utile, qui est un prix d'appel, qui est ça vous donne un ordre de grandeur, $1 million le kilo de votre instrument que vous mettez sur la Lune. Voilà. Si votre instrument est très simple, si votre instrument fait 10 kilos, vous allez payer $10 millions pour y aller. Eh bien, voilà, il se passe beaucoup de choses sur la Lune. Il y a ce problème d'eau, et j'en viens maintenant à pourquoi cette eau. Il y a deux grandes idées. L'une qui est un peu plus simple que la seconde. La première, c'est d'utiliser l'eau simplement pour faire le plein d'eau pour un équipage qui ensuite irait sur Mars. Je reviendrai à ce problème de passer par la Lune pour aller sur Mars, parce que ça, il ne faut pas se tromper. Mais aussi, il y a cette idée d'utiliser cette eau pour fabriquer du carburant de fusée, d'ergol. Alors évidemment, avec H2O, on fait facilement hydrogène liquide, oxygène liquide. Néanmoins, il faut savoir que l'hydrogène liquide est très très difficile à stocker. Donc, et c'est dit et redit dans beaucoup de documents techniques, donc il ne faut pas croire qu'on va facilement pouvoir utiliser hydrogène-oxygène à cause de ce problème de stockage. Et c'est un vrai problème, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas résolu. Il faut beaucoup, beaucoup d'énergie pour créer une espèce de congélateur dans l'espace pour maintenir l'hydrogène liquide. Bon, on a un petit peu le congélateur sur les pôles sud et les pôles nord. Oui, mais ça, c'est au pôle sud. Mais dès que vous allez, d'abord, il faut amener cet hydrogène en orbite lunaire. Et c'est là où la LOPG serait la station de service. On fait le plein. Mais le véhicule spatial qui va partir vers Mars, il ne va pas décoller de la Lune. Ça, c'est complètement exclu. Il reste en orbite. Problème de puits de potentiel et d'énergie, ça n'a pas beaucoup de sens de se poser sur la Lune, faire le plein et de redécoller. Par contre, ça a du sens de passer par l'orbite lunaire
s'accoster à l'LPG, faire le plein d'eau et peut-être faire le plein de carburant de fusée. Si ce n'est pas hydrogène-oxygène liquide, l'alternative, et d'ailleurs SpaceX a beaucoup de pays, y compris d'ailleurs en Europe, commencent à s'intéresser aux moteurs oxygène-méthane. Oxygène liquide, méthane liquide. Avec le Starship. Le Starship, notamment dans ce cas-là. Mais il y a aussi en Europe des travaux sur ce type de moteur. Alors, ce qu'il faut savoir sur oxygène-méthane, vous n'avez pas la contrainte du stockage de l'hydrogène. Et les moteurs sont... Alors, il faut savoir que le moteur chimique le plus performant de l'histoire et qui va le rester, parce que c'est théorique, c'est hydrogène-oxygène. On ne fera jamais mieux, sauf le nucléaire, mais c'est plus du chimique. Et j'y reviendrai. Mais donc, oxygène-méthane, c'est moins performant, mais il est beaucoup moins cher à fabriquer. Et finalement, en mettant plus gros, eh bien, vous compensez le fait que le moteur est un peu moins performant que... Et donc, tout le monde a fait le même raisonnement. Et comme sur la Lune, alors, vous allez me dire, on ne fabrique pas du méthane avec de l'eau. Là, il y a plusieurs options. Il faut savoir que dans ces cratères, il y a probablement de la glace d'eau, mais ce n'est pas de la glace d'eau pure. Il y a probablement plein de choses. Si cette eau vient des comètes, on sait que les comètes sont très riches en carbone. Donc, il y a probablement beaucoup de matière organique. Est-ce qu'on pourra fabriquer oxygène liquide, méthane liquide depuis la surface de la Lune? Gros point d'interrogation. Gros point d'interrogation. Ça fait partie de ces points qui sont compliqués. Et sur Mars, pareil. On va avoir le même problème sur Mars, puisque le MAV, le Mars Ascent Vehicle, aura besoin, sur le papier, théoriquement c'est déjà démontré, il est beaucoup plus intéressant de faire atterrir un MAV qui soit vide, d'ergol, et de faire le plein sur Mars. Encore une fois, oxygène, méthane. Alors là, c'est plus simple. On a de l'eau dans le sous-sol. Enfin, c'est plus simple. On sait qu'on a de l'eau dans le sous-sol de Mars, donc on a H2 et O2, et on a plein de CO2 dans l'atmosphère. D'ailleurs, MOXIE, comme vous le savez sur Persévérance, est un démonstrateur de fabrication d'oxygène à partir du CO2 atmosphérique. Ils ont fait 5 grammes, c'est pas beaucoup, mais c'est démontrer le fait qu'on peut le faire. Casser la molécule de CO2, c'est pas très compliqué, mais ça nécessite beaucoup d'énergie. D'où la nécessité du nucléaire pour l'énergie quand vous serez sur Mars pour fabriquer l'oxygène. À partir de H2O et CO2, beaucoup d'énergie, casser la molécule d'eau, vous fabriquez du méthane. Vous pouvez fabriquer du méthane. C'est compliqué, mais il y a des réactions chimiques pour le faire. Voilà, là aussi un énorme point d'interrogation. Mais si on ne sait pas faire ce qu'on appelle l'ISRU, ou l'ISPP, In Situ Propellant Production, sur Mars, le MAV va être extraordinairement plus lourd à emmener sur Mars, à poser, et donc les véhicules vont être beaucoup plus importants, et le coût de la mission, globalement, va être beaucoup plus important. D'accord. Donc si je comprends bien, que je résume un petit peu, on a un problème de contrainte de transport des ergols. Est-ce qu'on pourrait utiliser, on entend de plus en plus parler des voiles solaires. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait à l'avenir être, j'ai envie de dire, une révolution dans le terme des voyages spatiaux, ou est-ce que c'est un peu utopique? Alors les voiles solaires et les voiles habitées, ça ne marche pas. C'est totalement exclu. Pourquoi? Parce que quand on parle de voiles solaires, on parle de poussée extrêmement faible. Et donc non, il n'y a pas du tout de perspective de voiles solaires avec les voiles habitées. Les voiles solaires sont sur des engins extrêmement légers. Il y a eu une voile solaire japonaise qui est partie vers Vénus. Je ne sais pas exactement où elle est, mais elle a fait son survol. Mais c'est des engins extraordinairement petits qui doivent faire peut-être 10 kg. Et la voile doit faire 20 mètres sur 20 mètres, donc 400 mètres carrés. Donc non, certainement pas. Non, l'alternative au chimique, c'est le nucléaire. Et dans le nucléaire, vous avez deux grandes catégories d'énergie nucléaire. Vous avez le nucléaire électrique, le nucléaire thermique. Alors, le nucléaire électrique, c'est juste une source d'énergie pour alimenter des moteurs ioniques. On ne sait pas faire des gros moteurs ioniques. Donc, on va mettre une batterie de nombreux moteurs ioniques. Un moteur ionique, typiquement, on dit que ça pousse le poids d'une plume. Donc, ça pousse très très peu. Mais ça pousse très longtemps. Ça peut pousser très longtemps. Smart One a mis 17 mois pour aller sur la Lune. Pourquoi? Parce qu'elle est partie d'une orbite terrestre. Et en poussant à chaque orbite, on agrandit l'orbite, et à un moment, après X tours, Smart One a pu atteindre la Lune. Voilà.
Apollo s'est décroché de l'orbite. Ici, on a augmenté l'apogée petit à petit à chaque orbite pour venir attraper la Lune en fait. C'est ça. Avec Apollo, avec un coup d'allumage moteur, on part directement sur l'arc qui va jusqu'à la Lune. Avec la propulsion électrique, vous ne pouvez pas le faire en une fois. Après, vous pouvez faire du mixte, du chimique pour l'injection et de l'électrique peut-être pour la navigation. Mais quand vous allez vers Mars ou la Lune, il n'y a pas de navigation. Parfois, il y a des grosses corrections de trajectoire, les Deep Space Maneuver, mais parfois, il n'y a même pas. C'est-à-dire que la fusée pousse pour aller vers Mars pendant 15 minutes. Ensuite, vous larguez le moteur qui vous a poussé, et ça a été le cas de Persévérance. Et pendant 6 mois, vous faites un arc balistique sans aucune poussée, juste des petites corrections de trajectoire. Et au moment où vous arrivez sur Mars, dans le cas de Persévérance, il n'y avait pas de moteur, vous faites une rentrée atmosphérique directe. Et c'est Aboulkier qui vous freine. Par contre, si vous devez vous mettre en orbite, là, il vous faut un moteur. Alors, le moteur électrique, il est bien adapté pour des charges lourdes et donc pour du fret, puisque ça va être long, le voyage va être long. En plus, ce qu'il faut savoir avec les moteurs électriques, c'est assez intéressant, c'est que la contrainte des fenêtres de lancement, qui est très forte sur les missions chimiques, on lance vers Mars tous les 2 ans et 1 mois et demi à peu près en moyenne. Et entre les deux, vous ne pouvez pas lancer. Parce que on dit souvent, enfin on dit des bêtises, on lance quand la trajectoire est la plus courte. Ce n'est pas exactement ça. On lance quand l'énergie à dépenser pour aller vers Mars est minimale. Ce qu'on appelle un transfert de Hohmann. Et M. Hohmann a calculé qu'il y avait des énergies minimales. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à part les missions ioniques, il y en a quelques-unes dans l'histoire, toutes les missions planétaires et même GTO utilisent le transfert de Hohmann. Toutes. On pourrait ne pas utiliser les transferts de Hohmann, c'est-à-dire prendre des trajectoires plus tendues, qui vont plus vite. SpaceX, quand il dit « moi je vais sur Mars en 3 mois », c'est qu'il ne prend pas la trajectoire de Hohmann, il pousse plus fort. Simplement, vous allez arriver plus vite. Il faut ralentir plus. Et il faut ralentir plus. Et si vous vous mettez en orbite, ça veut dire que vous avez un effet boule de neige, c'est-à-dire qu'il faut emporter des réservoirs beaucoup plus gros, ce n'est pas linéaire, parce que comme vous arrivez plus vite, il va falloir freiner plus fort avec des moteurs. Dans le cas de la propulsion ionique, et notamment du nucléaire électrique, eh bien, en gros, vous pouvez partir presque n'importe quand, ce qui est quand même extrêmement intéressant. Le résultat quand même, c'est que si vous ne partez pas au moment où vous êtes dans un transfert de Hohmann, eh bien, votre trajectoire est plus longue. Pour du fret, ce n'est pas très grave. Mais donc, vous avez beaucoup moins cette contrainte de partir tous les 25 mois. Pour les hommes, si on y arrive, notamment en termes de radiation, puis toute l'incertitude nucléaire, vous l'avez bien compris, c'est la sûreté au lancement. C'est-à-dire que est-ce que les règles de sécurité et de sûreté au lancement d'un réacteur nucléaire seront satisfaisantes pour autoriser simplement aux États-Unis que ces lanceurs soient lancés. Et ça, c'est un énorme point d'interrogation. Il y a un problème en ce moment aussi par rapport à envoyer du nucléaire dans l'espace. Il y a toujours eu un problème pour envoyer du nucléaire dans l'espace. Il y a eu des travaux sur des réacteurs nucléaires dans les années 60-70. Quelques réacteurs nucléaires ont été envoyés. Il y a eu un Cosmos, dont j'ai oublié le numéro, soviétique, qui est tombé dans le Grand Nord du Canada et qui avait un réacteur nucléaire. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les Soviétiques ont payé rubis sur l'ongle des dizaines, je ne sais plus le chiffre, de millions de dollars pour décontaminer la zone. Le Canada n'était pas content. Mais néanmoins, quand vous envoyez, on envoie souvent maintenant des RTG et des RHU. Alors des RTG et des RHU, ce ne sont pas des réacteurs, ce sont des piles. Ça veut dire qu'on a mis des pastilles de plutonium 238, qui est très très radioactif et très toxique, mais on les a mis dans des enceintes en acier, en très très solide, de telle manière que quoi qu'il arrive au moment du lancement, votre RTG, qui peut être grand comme ça, qui a des ailettes de refroidissement, souvent ça ressemble un peu à un cylindre de moto, c'est pour refroidir, eh bien, quoi qu'il arrive, ce RTG va rester intact. Donc, actuellement, les Américains, beaucoup, sont à peu près les seuls d'ailleurs, lancent des RTG. Je crois que les Chinois ont quand même un RTG avaient un RTG sur Chang'e 3 et 4. Et donc, ces barreaux de plutonium servent à alimenter la batterie. Ils ne servent absolument pas à la propulsion.
juste pour alimenter les systèmes électriques et la communication. Voyager communique à une centaine d'unités astronomiques depuis 40 ans grâce au RTG qui alimente le système. Quand on parle de réacteurs nucléaires, c'est beaucoup plus gros en termes de quantité de matière fissile. Et évidemment, on ne pourra pas les enfermer dans une enceinte telle que si la fusée explose au décollage, eh bien, il reste intact. Ce n'est pas ça la stratégie. La stratégie, c'est, juste pour donner une idée, c'est de faire en sorte de lancer un réacteur vierge, qui n'a jamais fonctionné. Ce qui, d'ailleurs, pour les ingénieurs du spatial, est un cauchemar. Parce que fly as you test and test as you fly. Ça, c'est le maître mot. Ça veut dire que vous n'envoyez que ce que vous avez testé. Là, on ne va pas tester. Et l'idée, c'est à partir du moment où votre réacteur est vierge, il n'y a pas eu d'émission de neutrons par la réaction de fission. Et donc, il est, et là, je ne suis pas capable de vous donner des chiffres, il est immensément moins radioactif qu'il ne sera après avoir divergé. Et le but, c'est de l'envoyer sur une orbite de sécurité à 2000 km d'altitude, minimum. Et là, on le fait diverger. Et s'il fonctionne bien, eh bien, on peut l'envoyer sur Mars ou ailleurs. C'est ça l'idée. Après, la mise en œuvre sera compliquée. Donc, pour terminer sur le nucléaire, comme l'ISRU, In situ ressources utilisation, et l'ISPP, le nucléaire comme l'ISRU sont des technologies facilitantes. Ça veut dire que sur le papier, il est démontré que ça aiderait beaucoup. Et donc, ça réduirait les coûts. Dans le sens que la masse totale qu'on va mettre en orbite, et on va envoyer vers Mars, mais l'unité de compte, c'est l'orbite basse terrestre. Bon, c'est un peu un détail. Cette masse totale va être fortement réduite si on utilise l'ISRU et le nucléaire. Mais peut-être que l'un ou l'autre ne seront pas possibles, et à ce moment-là, ça va un peu compliquer le problème. Donc la Lune va être très active en termes de mission dès la fin de cette année, et ça va durer, ça peut durer longtemps. C'est là un petit peu la difficulté, c'est que la NASA a dit la Lune pour Mars, mais très vite, tout le monde, les médias, y compris même le gouvernement américain, peut se dire la Lune, on y est, on y est bien, on va y rester. Donc il peut y avoir un phénomène d'enlisement sur la Lune. Si vous créez une base lunaire, par exemple, vous allez vous dire on a beaucoup investi, on va maintenir, et puis on y reste 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et tant qu'on y reste, on ne va pas vers Mars. Donc on retarde les étapes suivantes qui pourraient, sur le papier, la NASA disait, dans les années 2030, on peut commencer à envoyer des choses vers Mars. Je dis bien vers Mars, pas sur Mars. Et alors, qu'est-ce qui peut se passer typiquement, je pense qu'il y aura une mission un petit peu comme Artemis 1 qui devrait décoller vers la fin de l'année. Vous savez, cette mission lunaire qui va faire un tour derrière la Lune, le Grand 8, et puis revenir en automatique avec la grosse fusée SLS, qui est la nouvelle Saturne V du programme, avec Orion et avec le module européen, parce que l'Europe est présente dans ce montage, et en automatique, pas d'homme à bord, c'est une mission de démonstration. On peut faire la même chose en envoyant un train spatial, comme s'il y avait des hommes à bord, probablement autour de 300 tonnes. On ne sait pas si ça sera 300 ou 400. Or, le SLS met 100 tonnes en orbite basse, donc ça veut dire 3 lancements minimum, peut-être 4, peut-être 5, on ne sait pas. Mettre tous les éléments de 100 tonnes, les mettre ensemble, faire du docking, et ensuite, on met des hommes, ou pas d'ailleurs, ça peut être en automatique, et on part vers Mars. Et donc, il y a un gros moteur qui vous pousse depuis l'orbite basse terrestre pour aller vers Mars. Et la première mission pourrait être automatique ou habitée, c'est un choix stratégique, uniquement d'un survol de Mars, qui est une mission qui va valider des missions lointaines, ça va durer 1 an et demi, de faire le grand tour en passant vers Mars et de revenir, c'est typiquement 1 an et demi. Et si votre véhicule fonctionne bien en automatique, eh bien ensuite, vous pouvez le refaire avec des hommes, ou passer à l'étape suivante, qui est, je pense qu'inévitablement, les étapes suivantes concerneront l'orbite martienne. C'est-à-dire qu'on va construire une LOPG, une petite station en orbite martienne. Ça me paraît absolument incontournable. D'abord parce que le véhicule, tout simplement parce que le véhicule qui va ramener les hommes de Mars vers la Terre
sera un véhicule en attente en orbite martienne. Donc de toute façon, vous aurez un gros véhicule en orbite martienne, une petite station dans laquelle il va falloir vivre. Et vous savez que vous avez vu le film Seul sur Mars. Donc maintenant, tous les gens qui ont vu ce film savent que le créneau naturel sur Mars, c'est d'y rester 1 an et demi. Vous y restez 500 jours. C'est le créneau naturel. On peut peut-être y rester 1 mois. Je dis bien peut-être parce que le créneau, c'est un faux créneau. Le créneau de retour est très désoptimisé. Il faut passer par Vénus. Il faut faire 1 tour et demi autour du Soleil. Ça dure plus d'1 an. Et quand vous passez par Vénus, ça chauffe. Donc vous avez un cachot qui est quand même compliqué à gérer dans le spatial. Donc je ne peux pas vous dire si les vols de courte durée seront réalisés par la NASA parce que c'est vraiment un trade-off, un choix majeur entre les difficultés techniques et la très longue durée qui est très pénalisante. Donc à partir du moment où vous avez une orbite martienne, vous êtes en orbite martienne pendant 500 jours. Il y a un premier scénario, simplement vous restez en orbite, vous revenez, et après assez rapidement vous allez être dans un schéma que je qualifierais de naturel, qui vous permet de cocher la case. La case, c'est aller sur Mars. Et ça s'appelle, le terme américain, c'est sortie. En fait, c'est un schéma un peu comme Apollo, et c'est le même schéma qui est en train de se préparer sur la Lune. C'est-à-dire, vous allez sur la station, là, vous y restez 1 an et demi. Ça, vous n'avez pas le choix. Et donc, vous allez rester 1 an et demi, et de temps en temps, 1 fois ou 2 ou 3, j'en sais rien, vous allez prendre un petit véhicule, vous allez faire une sortie, et vous allez vous poser sur Mars. Ça veut dire que vous vous posez comme Apollo, vous n'avez pas de base martienne. Elle n'existe pas. Il n'y avait pas besoin. C'est tout le véhicule qui fait votre autonomie. Vous y restez 1 semaine, typiquement. C'est exactement ce qui est prévu sur la Lune avec Artemis. On reste 1 semaine et on repart. Pour l'instant, il n'y a pas de base. La base, on peut la construire en parallèle avant. Il faudra la construire avant, bien sûr, si vous voulez vivre longtemps sur la Lune ou sur Mars. Et donc, sortie, politiquement, vous avez coché la case. Ça veut dire que peut-être que le gouvernement de l'époque, on est en 2030, plutôt 2040, voire début 2050, pourra dire, bon, ça suffit, on s'arrête là. Après, l'étape plus ambitieuse et évidemment plus intéressante, ça serait de construire une base. Sachant que vous allez la construire en automatique, évidemment. Les hommes pourraient être en orbite peut-être, mais donc ça veut dire que vos modules, souvent, ça m'amuse quand je vois des images de base martienne. Je dis, mais elles sont où les roulettes? Les modules, il faut les déplacer pour les docker les uns aux autres, pour faire mettre des sas. Il faut une alimentation, il faut probablement un petit réacteur nucléaire pour alimenter la base. Et puis, module d'habitation, module de survie, les modules pour les cultures, pour manger, etc., etc. Donc, soit vous avez un véhicule à roulettes qui transporte les modules, soit tous les modules sont à roulettes. C'est 2 options à définir, sachant qu'il va falloir être extrêmement précis dans l'atterrissage pour que tous ces modules se posent très près les uns des autres pour pouvoir construire une base. Et probablement, là aussi sur le papier, c'est déjà un peu dit, il va falloir un réacteur nucléaire pour alimenter la base parce qu'il y a des tempêtes de poussière sur Mars. Et donc, si vous mettez des hectares de panneaux solaires qui seraient l'alternative, en cas de tempête, il y a un risque qu'il n'y ait pas assez d'énergie. À ce moment-là, tout le monde meurt. Donc, voilà, il y a un risque à prendre. Et ce risque serait peut-être, pour des problèmes de sécurité, de mettre 1 voire 2 réacteurs pour la sécurité. Il faut une trentaine de kilowatts pour alimenter une base. Quand je vous ai parlé d'ISPP, c'est-à-dire de fabriquer des ergols, il faut prendre un réacteur qui va monter à 100 kilowatts, parce que ça demande énormément d'énergie d'extraire l'eau, de casser la molécule d'eau, de pomper le CO2, ça ne demande pas beaucoup d'énergie, mais casser la molécule de CO2, il faut chauffer à 800 à 1000 degrés sur des catalyseurs, etc., des réactions chimiques. Donc tout ça nécessite beaucoup de kilowatts, sachant que de l'oxygène liquide, j'ai vu un chiffre récemment, pour le MAV, qui va redécoller, il en faut déjà 50 tonnes. Donc il faut faire tourner l'usine à ergols pendant probablement 1 an, 2 ans, 3 ans, pour fabriquer les ergols que vous allez stocker. Et donc il faut pouvoir les stocker de façon durable, notamment l'oxygène liquide et le méthane liquide. Voilà, il y a beaucoup de choses à développer, et pour l'instant, MOXIE est le seul démonstrateur de ce qu'on appelle l'ISRU, In situ ressource utilisation, et qui a bien fonctionné, mais il va falloir faire beaucoup de démonstrateurs préalables pour avancer dans ce domaine. Donc c'est quand même pas une mince affaire. Et une question que beaucoup de personnes se demandent, pourquoi, ou quel est l'intérêt d'aller sur Mars? Alors la question du pourquoi est complexe.
il n'y a pas de réponse rationnelle unique. En gros, c'est pas pour la science. C'est comme Apollo, hein, souvenez-vous, c'est pas la science qui a dicté le discours de Kennedy. C'était de montrer que les États-Unis étaient plus forts que l'URSS. La science, on le traite à travers le retour d'échantillons martiens actuellement avec persévérance, et puis on va rechercher les traces de vie anciennes sur Mars. L'homme sur Mars arrivera 30 ans plus tard. C'est pas pour la sécurité nationale. Vous savez, aux États-Unis, tout est basé. Beaucoup d'arguments sont sur la sécurité nationale. C'est pas pour la R&D, même s'il y a beaucoup de R&D et beaucoup de ce type de programme qui va engouffrer des sommes considérables, permettent aux États-Unis. Je vais vous prendre un exemple. Quand le programme Apollo s'est arrêté, il y a eu, comme ça se fait aux États-Unis, les gens étaient licenciés du jour au lendemain avec leur carton pour sortir du bureau. Eh bien, un certain nombre ont été embauchés par une petite société qui s'appelait IBM, qui est devenue IBM. Et donc, la technologie des microprocesseurs embarqués qui a été développée pour Apollo, qui était extrêmement rudimentaire, a été mise en œuvre par IBM, qui a bien compris que ces gens-là connaissaient l'informatique et l'informatique embarquée, et IBM est devenu le mastodonte de l'époque. Depuis, c'est plus tellement IBM, mais voilà. Ça vous donne un exemple du retour sur investissement de ce type de programme. Donc en termes de technologie, il y a ensuite ça ensemence partout. Et non, à la fin, je dirais que les Américains, comme je disais tout à l'heure, investissent dans le budget de la NASA, ce qui est que le programme civil. Le programme militaire, c'est 30 milliards, mais on n'en parle pas. La moitié, donc environ 10 milliards sur les vols habités. Le problème de la NASA, mais aussi le problème des industriels qui reçoivent ces 10 milliards, Boeing, Lockheed Martin, bah, c'est de tout faire pour maintenir une activité de vol habité. Donc il y a un formidable lobbying. Un sénateur, il est sénateur, par exemple, de la Floride. La Floride, il y a la base de lancement, il faut qu'il y ait des lancements pour que les jobs soient là, sinon on licencie. Donc pour maintenir les jobs, ce lobbying interne, c'est de maintenir, keep the momentum. Il faut absolument maintenir le programme, quoi qu'il soit. Et en 1952, Werner von Braun a écrit un bouquin qui s'appelle The Mars Project. Donc vous voyez, ça fait 70 ans que ça dure. Donc derrière la Lune, il n'y a pas 36 destinations possibles pour les hommes. Il y a Mars et les astéroïdes. Mais les astéroïdes, c'est un peu anecdotique. Je ne dis pas qu'on ne va pas y aller, mais on ne va pas y passer, notamment des séjours longs. Le problème, c'est plutôt d'exploiter les ressources, qui est un autre sujet. Mais donc c'est Mars. Vénus, on n'ira jamais à la surface, c'est un enfer. Et les lunes de Jupiter, c'est beaucoup trop loin et il y a des problèmes de radiation. Donc naturellement, c'est Mars. Donc si vous voulez aller quelque part au XXIe siècle avec des hommes, c'est Mars, tout simplement. Comment sera gérée la nourriture, l'eau, les vêtements, les combinaisons? Alors, oui, bon, l'eau, les calculs, y compris von Braun en 1952, hein, calculaient déjà qu'il fallait beaucoup d'eau. On parle de dizaines de tonnes d'eau pour un équipage, pour un voyage. Donc vous avez compris que 6 mois aller, 6 mois retour et 500 jours sur place, ça fait 900 jours. Voilà, ça c'est le créneau naturel, 900 jours. Donc c'est presque 2 ans et demi, 3 ans. Et donc il faut beaucoup d'eau. Et donc la stratégie, c'est pour diminuer la masse de tout ce que vous allez devoir envoyer, il faut chercher l'eau au pôle sud de la Lune. Et puis sur Mars également, essayer d'extraire l'eau. Tout ça va être extrêmement important. Ça sera possible, ça ne sera pas possible, nobody knows. Mais c'est vital de se donner les moyens, et c'est ce que font les Américains actuellement, même si l'Europe en fait partie aussi dans ses études. Concernant la nourriture, là, on est dans un schéma où il va falloir effectivement apporter les graines et faire pousser essentiellement des légumes. Pour les fruits, ça m'amuse un peu parce que quand je plante un pommier dans mon jardin, je sais que je n'aurai pas de pommes avant 3 ans. Donc déjà, vous voyez que c'est pas si simple que ça, les fruits. Il y a des fruits, ça prend du temps. C'est pas la même chose pour les fraises. Les fraises, ça peut être plus rapide. Bon. Donc il y aura des fruits et des légumes. Ça sera hors sol, très probablement, c'est-à-dire que sur des substrats artificiels dans lesquels on va tout mettre en termes de nitrate, d'oxygène, d'eau, et puis la lampe à UV pour faire pousser tout ça. Ce qu'ils font déjà dans l'ISS, là. Ce qu'ils font déjà dans l'ISS à un niveau pot de fleurs. Voilà, on est au niveau pot de fleurs. On fait des... Voilà. Mais vous savez, ça fait
50 ans qu'on fait ça. Salyut 1, il y avait déjà une plante qui a poussé. Donc on n'a pas beaucoup avancé, on a un peu agrandi le pot de fleurs, et puis on a fait pousser des tas de choses dans tous les sens. Bon, après ça devient tout un sujet en soi. Mais après, le point, c'est la question que je me pose souvent, c'est combien d'hectares il faut pour nourrir un équipage de 4, 5 ou 6 personnes pendant 900 jours. Le voyage plus la durée sur place. Et donc combien de modules il faudra sur Mars, et peut-être dans la station en orbite martienne, pour faire pousser ces plantes. Je ne peux pas vous dire s'il en faudra 1, 3 ou 5. Bon, il va falloir beaucoup de modules avec des problèmes de sécurité. S'il y a par exemple un module qui a une fuite, eh ben, il va être mort et donc il ne faut pas que toutes les cultures meurent. Enfin, bon, des tas de choses comme ça. Et il y a beaucoup de choses à valider et à démontrer, mais oui, il va falloir faire des cultures sur Mars pour nourrir l'équipage, apporter de la nourriture extrêmement concentrée. Voilà, mais il y a beaucoup de points d'interrogation. Sur les problèmes de combinaison spatiale, donc pour le voyage, ils sont en t-shirt et short, ça c'est pas très compliqué et ça pose pas de problème, il suffit de laver le t-shirt tous les 3 jours et c'est bien. Ça se fait dans l'ISS tout simplement. Pour les problèmes de combinaison spatiale, je dirais la chance, c'est que Mars est petite, donc la gravité est faible. Hein, n'oublions pas ça. Si la gravité était 1, une combinaison de, je ne sais pas, 70 kg, c'est pratiquement impossible à porter, en tous les cas sur des périodes longues. Donc à ce moment-là, on serait obligé de tout faire dans des véhicules pressurisés. Et tout faire par des... Vous êtes comme dans les fonds sous-marins, quoi. Vous êtes avec des bras manipulateurs et vous manipulez pour prélever des échantillons. Là, ils pourront sortir dehors dans des combinaisons. Vous savez, il y a des concepts où la combinaison est plaquée au module pressurisé. Vous rentrez dedans, on ferme, et puis hop, vous êtes autonome pour vous balader. C'est comme ça que ça sera. Il faudra des combinaisons un peu plus légères que celles d'Apollo, mais ce n'est pas insurmontable. Il faudra faire attention au problème des poussières. Déjà, c'est le cas sur la Lune. Les poussières posent un problème d'étanchéité, d'abrasion. Donc, si vous avez des surfaces qui doivent être absolument étanches, si vous avez des poussières, ça peut créer des fuites. Et si vous avez des fuites, vous mettez en danger tous les modules pressurisés. Donc déjà sur Apollo, c'était un problème. Ça le sera pour une base lunaire. Et sur Mars également. Donc on a des poussières absolument partout. Dès que le vent souffle, la poussière se soulève. C'est la poussière très très fine, hein, c'est un peu comme du talc. C'est pas du sable. Le sable, lui, il ne se soulève pas. Le grain de sable qui fait un demi-millimètre, il reste au sol, mais c'est vraiment du talc. Et donc ça va partout. Et une question qu'on peut se poser déjà, est-ce qu'elle est toxique? Vous savez que la poussière lunaire a, paraît-il, l'odeur de la poudre à canon. Par chance, elle n'a pas été toxique. Mais ils en avaient partout. Ils en avaient dans la combinaison, donc ils en ont probablement mangé un peu. Bon, ils ne sont pas morts, donc ce n'est pas toxique. Alors pourquoi ça pose des problèmes? Parce que c'est un matériau qui n'a jamais vu l'eau de toute son histoire. D'accord, ce sont des roches un peu quelconques, c'est des pyroxènes, des basaltes, ce que vous voulez sur la Lune, sur Mars aussi pour beaucoup, mais qui n'ont jamais vu l'eau depuis plusieurs milliards d'années, sur Mars en tout cas, et sur la Lune probablement tout le temps. Donc à partir du moment où ça touche votre salive, vous avez une réaction chimique avec l'eau, et est-ce que ça ne peut pas créer donc des effets délétères, j'en sais rien. Apparemment, ce n'est pas le cas sur la Lune, on le sait avec Apollo. Il va falloir quand même le vérifier avec Mars. Comme il y a un retour d'échantillons qui se prépare actuellement, en 2031, on devrait avoir les échantillons sur Terre. Je suis sûr qu'il y aura des tests de toxicité qui seront faits pour vérifier que l'homme n'est pas en danger avec la poussière. D'accord. Pour revenir au voyage, à l'aller et au retour, comment les astronautes vont pallier ce manque d'apesanteur? Oh ça, ils le font comme ils le font sur l'ISS. D'ailleurs, tous les vols maintenant, enfin, beaucoup de vols sont de longue durée sur l'ISS, c'est 6 mois. Et 6 mois, vous l'avez compris que 6 mois, ce n'est pas 900 jours, mais 6 mois, c'est la durée du voyage aller. Et ce sera la durée du voyage retour. Donc c'est peut-être que d'ailleurs la NASA va faire des vols plus longs. Il y a eu des vols plus longs, mais ce n'est pas des vols qui étaient continus. Je crois que le record mondial, c'est 1 an et demi pour un soviétique. Dans le cas de vols de 6 mois, on sait que quand ils arrivent, c'est-à-dire au bout de ces 6 mois, ils sont dans un état physiologique qui n'est pas très bon quand ils retrouvent la gravité. Thomas Pesquet disait que rien que pour mettre son bras à son oreille pour téléphoner, son bras lui paraissait extrêmement lourd. Donc
il y a une phase d'adaptation. Ça veut dire qu'on ne vivra pas ce qu'on a vécu avec Apollo, où quelques heures après l'atterrissage, ils sont sortis. Non, il y aura probablement quelques jours où ils vont rester dans le module, tout simplement parce qu'ils ne pourront même pas se lever. Donc il y aura un phénomène d'adaptation. On sait qu'il faut faire des exercices physiques parce qu'il y a une perte musculaire. On sait on sait beaucoup de choses sur l'absence de gravité. Sur Mars, ils auront une gravité de 40%. Donc c'est beaucoup moins pénalisant vis-à-vis de la décalcification et autres. Même si on ne connaissait pas les effets, on pense que les effets sont intermédiaires entre 1 et 0,0. Voilà, donc pour la gravité, je pense qu'on n'aura pas besoin ce fantasme, ce qu'on voit beaucoup dans la science-fiction, c'est-à-dire la gravité artificielle. On en parle beaucoup dans la science-fiction, on le voit assez peu dans les études NASA. Néanmoins, il y en a eu quelques-unes. Le problème, c'est la force de Coriolis, c'est-à-dire que dans 2001 de l'Odyssée de l'espace, la roue est très très grande, et là, Stanley Kubrick avait parfaitement raison. Si vous voulez avoir une gravité sur une roue qui tourne, ou si vous avez deux modules avec un long câble pour les faire tourner, pour que la force de Coriolis ne vous rend pas malade, il faut que le bras fasse quasiment 1 kilomètre. Donc, ce n'est pas impossible, mais ça complexifie beaucoup les choses. Et on n'aime pas les câbles dans le spatial. Il y avait des tesseurs Satellite, des satellites câblés à l'époque dans l'ISS. Les Italiens ont fait des choses, ça a beaucoup foiré. Des chocs, les câbles se tendent brutalement et cassent. Donc, ce n'est pas si simple de manœuvrer des gros véhicules pour les faire tourner comme ça. Bon, mais ce n'est pas indispensable, et en plus, pour faire des corrections de trajectoire avec un véhicule qui tourne, c'est assez complexe aussi. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de gravité artificielle dans les vols. Voilà, c'est pour l'instant la baseline. Il y a également un problème de radiation dans l'espace? Il y a un problème de radiation, oui. 900 jours, sachant que sur Mars, l'atmosphère ne vous protège pas des radiations. Alors, il y a plusieurs types de radiations. Il y a les UV, mais ça, les UV, on sait se protéger avec des filtres à UV, sur la Lune déjà. Et vous avez les radiations solaires et galactiques, les rayonnements galactiques. Les solaires, en général, le Soleil ne pose pas de problème. Ce qu'on appelle le vent solaire, c'est les radiations de flux importants, mais de faible énergie, donc ça ne pénètre pas à travers la paroi du module, par exemple. Et même en activité extravéhiculaire sur la Lune, ce n'est pas ça qui est très problématique. Par contre, vous avez les événements solaires, les éruptions. Et là, les éruptions, vous avez vraiment des pics de radiation qui deviennent extrêmement intenses pendant typiquement 1 à 2 jours. Donc il y aura des compteurs Geiger, des systèmes de dosimètres et puis des surveillances du Soleil. Et si on voit qu'une éruption, l'éruption elle part dans une direction, elle ne part pas partout, mais si l'éruption part vers la Terre, vous savez ce que ça fait des aurores boréales. Donc en période d'activité du Soleil, cycle de 11 ans, vous avez plus d'aurores boréales, donc plus d'éruptions qui atteignent la Terre et plus d'éruptions qui pourraient atteindre un véhicule. On ne va pas phaser nos missions en fonction du cycle solaire, parce que ça serait très contraignant. Donc il y aura un système d'alerte, et s'il y a une éruption qui atteint le véhicule pendant la croisière, eh bien il y aura un module spécialement blindé pour ça, blindage supplémentaire. On ne peut pas tout blinder très fort parce que c'est de la masse, mais on peut se blinder pour les éruptions solaires, et pendant 1 ou 2 jours, ils vont rester derrière la paroi. Par contre, pour les rayonnements galactiques, ils sont 1000 fois plus énergétiques. On parle du GeV, du milliard d'électronvolts. Je rappelle, ce ne sont pas des photons, ce sont des atomes, des ions, de très très haute énergie. Et dans le domaine du milliard d'électronvolts, la paroi, pour arrêter ces ions, c'est de l'ordre du mètre. Donc ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas se protéger des rayonnements galactiques qui sont en permanence diffus et ils viennent de toutes les directions. Donc il n'y a pas une direction privilégiée, il faut se protéger partout. Il y a eu des belles idées de systèmes électromagnétiques pour protéger par un bouclier magnétique le véhicule habité. Le problème, c'est que c'est très énergivore et, à ma connaissance, personne ne vit sous une ligne à haute tension. Voilà, c'est un peu le même problème. Vous n'allez pas vivre dans un très très fort champ électromagnétique, donc c'est une fausse bonne idée, ça c'est pas possible. Donc le résultat, c'est que les doses de radiation que vont recevoir les astronautes pour un vol typiquement de 900 jours vont dépasser les normes fixées par les normes internationales.
notamment pour tous les gens qui travaillent dans l'industrie nucléaire. Par des facteurs, j'ai pas de chiffres précis à donner, mais certainement peut-être 2 ou 3 ou 4 ou 5, voire 10. Donc qu'est-ce qui peut se passer? D'abord, il faut préciser que l'équipage ne mourra pas. Ces radiations ne vont pas les tuer sur place. On n'est quand même pas au cas de Tchernobyl, ceux qui sont montés pour enlever les cailloux. Non, simplement, ça va leur poser des problèmes de santé. La norme, c'est il ne faut pas que la probabilité d'excès de cancer due aux radiations dépasse 3%. C'est ça la norme. Bon. Après, ça se traduit par des millisieverts, par des choses, tout ça est technique, mais en gros, c'est ça l'idée. Et donc, c'est une dose intégrée sur votre vie. Donc, premier cas, les astronautes qu'on va envoyer là-bas, ce ne seront pas des gens qui ont fait des vols de longue durée. Parce que quand vous êtes même dans l'ISS, vous avez des doses de radiation bien supérieures. Vous savez qu'un pilote de ligne a des doses de radiation bien supérieures à quand vous êtes sur le plancher des vaches. Par contre, ça sera des astronautes qui seront allés dans l'espace, mais pour des durées courtes. Ça veut dire qu'il va y avoir probablement, il va falloir traiter le sujet via des études techniques très poussées, probablement un comité d'éthique. Et déjà, on sent des tendances, c'est-à-dire que les astronautes seront plutôt vétérans, plutôt âgés, tout simplement. Ils ne seront pas trentenaires, ils sont plutôt quinquagénaires, parce que la médecine nous dit qu'on est moins sensible aux radiations quand on est plus âgé que quand on est plus jeune. On sait que les nourrissons, les bébés sont très sensibles aux radiations. Donc on va prendre des gens qui ont plutôt 50 ans, ça tombe bien, ils auront beaucoup d'expérience. Il faut dire, mais ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est des rapports que les femmes sont plus sensibles aux radiations que les hommes. On verra ce qu'il en sera pour la présence de femmes dans ces missions de longue durée. Et un autre point, c'est le fait que depuis qu'on envoie les hommes dans l'espace, Gagarine, 61, donc on en est à combien 60 ans. Moi qui ne suis pas du tout spécialiste du sujet et qui ne m'intéresse pas, enfin qui ne suis pas en charge de ce sujet, je trouve qu'on n'a pas beaucoup avancé. En fait, on a avancé, mais en fait on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait. Déjà dans les rayonnements cosmiques, le fait que, et ça on le sait bien, quand vous avez un ion de milliards d'électrovolts qui tape l'aluminium de votre blindage, il va créer une gerbe de beaucoup d'atomes dans le million d'électrovolts, c'est-à-dire 1000 fois moins énergétique, disons 1000 atomes de 1000 fois moins énergétique, donc conservation d'énergie, et c'est ces atomes-là qui vont irradier l'équipage ou les plantes. Mais le problème, c'est que si vous avez tapé de l'aluminium ou du silicium, la gerbe n'est pas la même. Donc finalement, les radiations que reçoit l'équipage sont extrêmement complexes et varient suivant ces phénomènes de gerbe qui se créent. Premier point. Deuxième point, on se rend compte que tout le monde n'est pas égaux devant les radiations. Et donc, vous vous souvenez des jumeaux Kelly, il y en a un qui a volé, l'autre pas volé. Le but, c'est de regarder comment vous réparez votre ADN. Parce que c'est ça le mot-clé. Le tardigrade, qui est le champion du monde des radiations, qui est un tout petit acarien, qui ressemble à une espèce de crevette, est un champion du monde de la survie. Donc en termes de radiation, on lui envoie des mégarades, c'est-à-dire que ça tue un homme. Lui, il répare son ADN et il n'est pas mort. On peut même le mettre dans le vide spatial. Il va être en hibernation, mais il ne sera pas mort. Donc il y a des organismes qui sont des extrémophiles, qui survivent à des choses extrêmes, température, acidité, radiation. Et donc on se rend compte probablement que les hommes ne sont pas égaux devant les radiations, donc peut-être qu'un critère de sélection de l'équipage sera votre capacité à réparer l'ADN. Voilà. Et à la fin, je dirais, évidemment, ils signeront une décharge en disant, moi, astronaute, m'engage à ne pas faire un procès à la NASA parce que j'aurai un cancer dans 20 ans. D'accord. Alors, nous, quand on descend à Marseille de Paris, on peut faire demi-tour et rentrer. Quand on va aller sur Mars, on va être en orbite terrestre. On va atteindre 40 000 km/h pour la vitesse de libération et partir vers Mars. Est-ce qu'en cas de problème, il y aura possibilité de faire demi-tour ou ils vont se retrouver un petit peu comme l'était Christophe Colomb, avec un fameux point de non-retour où au moment où on lâche les gaz pour s'arracher de l'orbite terrestre, on est obligé d'aller jusqu'au bout. On a une petite chance de pouvoir faire demi-tour. Alors je dirais que pour simplifier, il
ils se sont posé la question sur Apollo 13, souvenez-vous. Et en fait, il était beaucoup plus simple de passer derrière la Lune. Parce que les trajectoires d'Apollo sont free return. Il ne faut pas l'oublier, c'était un problème de sécurité. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, normalement, vous revenez vers la Terre tout seul. Bon, il a fallu faire une petite correction de trajectoire. Donc vous avez vu le film, il y avait quand même un moteur qui a été allumé. Mais c'était de l'ajustement. Pareil pour Mars. À partir du moment où vous avez allumé le moteur et que vous partez, en fait, vous ne pouvez pas revenir. Donc ça veut dire que vous serez obligé et on peut penser que la trajectoire sera en retour libre, vous serez obligé de passer, de survoler Mars et de continuer. Donc de faire 1 an et demi. C'est absolument, je pense que il n'y a pas d'alternative. Et donc, psychologiquement, s'il y a un pépin, il faut qu'il y ait toute la redondance dans la sécurité. Vous savez que certains systèmes étaient 3 fois redondés. Il y avait 3 systèmes pour un système vital sur Apollo, sauf le moteur de remontée, qui n'était absolument pas redondé. Lui, il fallait que ça s'allume absolument. S'il ne s'allumait pas, c'était la fin. Et donc, il faut jouer sur la sécurité, sur la fiabilité des systèmes. Je pense que sur la fiabilité des systèmes, depuis Apollo, on a fait beaucoup de progrès. Mais non, il n'y aura pas de retour d'urgence. Donc la psychologie de l'équipage sera fortement affectée par le fait qu'ils ne verront plus la Terre et qu'ils ne verront rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'ISS, vous savez, le plaisir numéro 1 des astronautes, c'est regarder la Terre. C'est vraiment la distraction. Dès qu'ils ont un tout petit peu de temps libre, c'est un spectacle absolument inoubliable et on ne s'en lasse pas. Là, il n'y aura pas de spectacle. Il y aura l'éblouissement du soleil d'un côté et la nuit noire de l'autre et les étoiles. Donc, tout va être confiné dans le module. Donc, il va y avoir ces problèmes psychologiques. Ça a été testé avec Mars 500, avec les Russes et l'Agence spatiale européenne, dans les années 2010. Donc, on voit qu'il y a des problèmes psychologiques. D'ailleurs, les Russes disaient souvent, dans les vols de longue durée, là où ça se passe le mieux, c'est quand l'équipage est culturellement homogène. Si vous aviez que des Russes de l'Ouest, de Moscou, ça se passait très bien. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait travailler, alors soit en russe, soit en anglais. On sait travailler en anglais, dans l'ISS, c'est l'anglais. Et donc, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de faire du second degré, c'est de faire des blagues quand ce n'est pas votre langue maternelle. Donc, se détendre. Donc, quand c'est votre langue maternelle, vous rigolez le soir et vous détendez et puis vous rigolez. Donc, voilà. Quand vous avez appris le russe et que vous connaissez les termes techniques, c'est plus difficile. Or, probablement, comme il y aura des partenaires, il y aura probablement un Européen, peut-être, on l'espère, dans le premier vol. On pense qu'il y aura un Européen en orbite lunaire dans pas très longtemps. Est-ce que ça sera Thomas Pesquet ? J'en sais rien. Il en rêve. Il en rêve. Il y aura probablement un Européen sur la Lune, puisque vous savez que dans les modules de la LOPG, il y en a 2 qui sont européens. Donc on est très présent dans la LOPG. Et les European Service Modules, les modules de service, qui sont accolés à la capsule Orion à chaque fois qu'elle part vers la Lune, il y a un module européen. Et donc on est un partenaire important, l'Europe, dans ces missions-là. Et donc on est en droit d'avoir un astronaute sur la Lune. Et comme probablement on peut penser qu'il y aura une continuité, peut-être qu'il y aura aussi un astronaute européen sur Mars quand on ira sur Mars. On croise les doigts. Bon, dernière question pour finir. Est-ce que Mars, vous y croyez dans les 30 prochaines années ? Alors, moi, ce que je dis souvent, c'est que quand on se projette à 30 ans, le facteur d'incertitude est considérable. Donc, mais néanmoins, aujourd'hui, c'est à peu près l'échelle de temps qu'il faut pour l'homme sur Mars, à la surface de Mars, encore une fois. C'est typiquement une trentaine d'années. Donc ça nous met dans les années 2050. Donc Elon Musk, quand il nous parle des années 2020, là, il affabule, quoi. Il pousse le système, y compris à l'intérieur de SpaceX, pour avancer. Bon, on sent bien la démarche, mais c'est pas sérieux. Moi, j'étais très pessimiste sur le Starship. Simplement, j'avais un peu pas appréhendé cette histoire de Starship sur la Lune. Et là, tout d'un coup, son Starship, il peut exister. Parce que la NASA va l'aider à le financer. C'est bien ça le point. Je n'imaginais pas SpaceX financer son Starship tout seul sur fonds propres. Par contre, si la NASA met les milliards qu'il faut,
tout change. Bon. Donc SpaceX sera, mais j'ai toujours pensé que SpaceX allait jouer un rôle, mais un rôle dans un système qui est un système coordonné par la NASA. Ce n'est pas SpaceX tout seul qui va sur Mars, ça c'est pas très sérieux. D'accord. Et une colonie sur Mars, un jour? Alors qu'est-ce que ça veut dire colonie? Colonie, vous avez parlé de Christophe Colomb, déjà Christophe Colomb était un explorateur, il n'a pas vraiment colonisé, mais colonie, ça veut dire aller simple. C'est-à-dire on va quelque part pour s'y installer et pour, a priori, ne pas revenir, sauf peut-être dans 10 ou 20 ans. Alors je n'y crois pas parce que je ne vois pas comment on peut être autonome sur Mars. On va être totalement dépendant de la Terre. C'est pour ça que la notion de colonie sur Mars me paraît assez absurde. Je crois à l'exploration, je crois à la possibilité de faire une base martienne, d'y rester 500 jours, mais vous êtes totalement dépendant de la Terre et de ce que la Terre va vous apporter. Oui, vous allez pouvoir fabriquer peut-être des ergols, vous aurez apporté les graines et vous allez pouvoir faire des cultures, mais si votre smartphone tombe en panne, soit vous avez un deuxième smartphone. Quand je parle de smartphone, c'est évidemment c'est un peu une blague, mais vous imaginez, soit vous en avez un deuxième, mais vous n'allez pas pouvoir appeler Apple pour le réparer. Donc voilà, vous allez être dépendant totalement. Il n'y aura pas d'usine à fabrication de semi-conducteurs, etc. Ça n'a strictement aucun sens. Donc la colonie au sens installation à long terme, je n'y crois pas. Alors je crois à une vie un peu comme ce qui se passe en Antarctique, c'est-à-dire qu'il y a des séjours de longue durée depuis de nombreuses années. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. Peut-être quelques mots sur votre livre? Bah, écoutez, ce livre, d'abord, il raconte justement un peu tout ce que je viens de vous dire depuis une petite heure. Et pourquoi je l'ai écrit? Parce que j'étais très soucieux moi-même de ne pas comprendre du tout de quoi on parlait. L'homme sur Mars, c'est quoi? C'est comment? Et jusqu'au jour où j'ai découvert notamment un rapport américain qui, lui, était extrêmement clair de qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui est pratiquement impossible. Et donc ce rapport, c'était vraiment pour des néophytes, parce que finalement j'en suis un, même si je connais un peu le spatial, là l'état de l'art, il est aux États-Unis, il n'est pas en Europe. Donc eux peuvent dire ce qui est simple et pas simple, notamment via des R&D militaires. Donc ils peuvent dire ce qu'ils savent faire ou pas faire. Nous, c'est difficile de dire, bah ça ils savent le faire. Si eux le disent, ça simplifie beaucoup les choses. Donc je vous ai parlé du nucléaire, je vous ai parlé de l'ISRU, le MAV, voilà. Et toutes ces données-là sont issues de ce rapport, et donc j'ai essayé de mettre ça sous des formes simples pour comprendre un petit peu, parce que quand j'ai lu des livres sur des missions d'hommes sur Mars, j'ai un peu lu un roman qui raconte une histoire, la fusée d'école, les astronautes, petit des jeunes, font du sport. Voilà, c'est un petit peu une histoire qu'on raconte. Mais finalement, on ne sait pas du tout les détails, comment c'est fabriqué, comment ça se passe, où sont les problèmes, comment on fabrique la base. Tout ça n'est pas explicite, y compris dans l'homme seul sur Mars. On nous raconte une histoire, mais la base, elle existe, le véhicule est déjà là. Donc, et c'est cet aspect des choses que j'ai voulu retranscrire dans le livre. Très bien. Génial, merci beaucoup Francis Rocard. Merci à vous.